Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. C'est une actualité que vous n'avez probablement pas manqué. Lundi 20 janvier, Donald Trump a officiellement été investi. Il a repris les rênes de la Maison-Blanche. Fidèle à son style, il a annoncé une série de mesures dès son discours d'investiture, déploiement de l'armée à la frontière sud des États-Unis, retrait de l'accord sur le climat et plus surprenant encore, il avait évoqué lors de sa campagne la résolution de la guerre russo-ukrainienne en seulement 24 heures. Quel levier Trump pourrait-il actionner pour parvenir à une paix si rapide et surtout quelles seraient les conséquences pour l'équilibre mondial? Pour y répondre, deux invités ce soir. Yannick Achilfoni, bonsoir. Bonsoir Soukaina, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Vous êtes ingénieur financier, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. À ma gauche, Jacques Monombo, bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci de m'accueillir sur ce beau plateau de Vox Africa, Vox Live. Je salue au passage mon co-débatteur et tous les téléspectateurs de Vox Africa. Vous êtes ingénieur géologue, analyste politique et vous allez nous aider à y voir un peu plus clair sur cette élection et cette investiture puisque c'est l'actualité du jour. Et d'ailleurs, dans la foulée, donc c'était hier à 18h heure française, midi heure américaine, Donald Trump a pour la première fois sommé son homologue russe, Vladimir Poutine, de trouver un accord de paix. On le rappelle, la promesse de résoudre ce conflit en 24 heures, ça paraît quand même très ambitieux. Oui, ça paraît quand même très ambitieux, d'autant plus que déjà, il faut rappeler quand même que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a toujours prôné le dialogue. Et je me souviens très bien même lorsque Joe Biden était aux affaires, et Poutine avait demandé à ce qu'il restait ouvert au dialogue pour pouvoir mettre fin à la crise, justement au conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Donc je me dis qu'aujourd'hui, Poutine, c'est quelqu'un qui maintient sa parole. Il n'a pas tout à fait changé, d'autant plus que pendant la prestation de serment du président américain, hier, il a envoyé une lettre, un mot de félicitations et il a réitéré effectivement sa position d'être toujours ouvert au dialogue pour essayer un peu de mettre fin à ce conflit, mais tout en tenant compte des intérêts des Russes. Donc je me dis que effectivement, ça serait une bonne chose parce que le monde a besoin quand même de stabilité, de paix. Et avec tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde, je me dis que les populations souffrent et on a besoin réellement d'une véritable paix pour pouvoir bien vivre. Et on va essayer de comprendre d'abord en introduction l'impact qu'a eu cette guerre sur la stabilité mondiale et sur certaines régions, notamment l'Afrique. D'abord en quelques chiffres, le conflit russo-ukrainien, il a causé plus de 350 000 morts et déplacé 14 millions de personnes depuis février 2022. Yannick, on l'a évoqué à l'instant, ce conflit finalement, il a eu des répercussions sur le monde entier. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact de 3 années de guerre sur cette stabilité régionale et mondiale ? Évaluer l'impact, c'est pas assez évident parce que il y a l'impact direct et l'impact indirect. Et ici, je pense que l'impact indirect est beaucoup plus grand, surtout que la guerre n'est pas... je ne sais pas si c'était un hasard de calendrier, en fait. La guerre est arrivée à un moment où le monde est en train de se diviser en deux blocs, donc le bloc américain et le bloc chinois. Donc la guerre est arrivée dans ce contexte et c'est pour ça justement que les alliés de la Russie se sont chargés de la soutenir, notamment la Chine, l'Inde, et tous les pays, le Brésil, et tous ces pays qui sont chargés de soutenir la Russie. Donc du coup, l'impact, si on prend l'impact le plus direct, c'est-à-dire l'impact sur l'Union européenne, on a par exemple l'Allemagne qui est en récession depuis 2 ans, donc la deuxième année de récession consécutive. Pourtant, l'Allemagne était la plus grosse puissance économique en Europe. Elle se portait beaucoup plus bien avant la guerre. La guerre a amené les coûts de l'énergie à exploser et comme l'Allemagne était un pays industriel, donc du coup les coûts de production ont assez explosé, rendant les produits européens moins compétitifs. Et il y a aussi cet aspect ressources humaines. Donc l'Allemagne était aussi un pays qui comptait aussi beaucoup sur les pays de l'Est en matière de technologie. Donc depuis la guerre, on a cette ressource humaine-là qui est coupée en deux. L'Allemagne ne peut plus sous-traiter. Même en France, on a des banques françaises qui avaient des équipes de développeurs en Europe de l'Est. Donc l'impact est vraiment très grand, mais c'est difficile de le quantifier de manière précise. Puisqu'on s'adresse à un public africain, on l'a vu sur le continent, la guerre russo-ukrainienne a eu beaucoup de conséquences, notamment en termes de matières premières. On a parlé de la crise du blé. Pour essayer de comprendre et faire un état des lieux, Jacques, est-ce qu'on pourrait réexpliquer qu'est-ce que ça a changé au niveau des économies, par exemple africaines, mais en termes d'importation notamment? Qu'est-ce que cette guerre elle a changé pour l'Afrique?
Cette guerre pour l'Afrique, je pense que c'est quand même une guerre qui a essayé un peu de secouer l'Afrique. On se souvient très bien que lorsque le conflit a commencé en 2022, de mémoire, je me souviens très bien que le président Macky Sall avait effectué un tour, je crois, c'était en Russie, où il voulait essayer un peu de parler un peu des questions voilà, qui étaient très très intéressantes concernant par exemple le ravitaillement avec le blé ou encore d'autres problèmes un peu de sécurité, etc. et tout. Donc on voit très bien que voilà, c'est quand même l'Afrique était dans une position un peu de, pas peut-être de pénurie, mais un peu une position, puisqu'on est toujours un peu dépendant en tant qu'Africain. Donc je me dis que l'Afrique se sentait un peu en manque. Et aujourd'hui, il y a quand même des pays, effectivement, en Afrique qui ont compris que l'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très intéressant, notamment, par exemple, le Burkina Faso. On voit très bien que le président, par exemple, Ibrahim Traoré, qui est en train de mettre en place un certain nombre de projets pour pouvoir essayer un peu de bénéficier à son peuple l'autosuffisance alimentaire, avec la création des usines, par exemple, de la transformation de la tomate. On voit très bien aussi du côté du Niger, le président le président Tchani, qui est en train aussi de travailler d'arrache-pied, tout comme son homologue aussi, le président Assimi Goïta. Ils mettent en place un certain nombre de projets qui voudraient effectivement redonner un peu la souveraineté à ces pays-là. Donc je me dis que ce conflit-là, le conflit russo-ukrainien, plutôt ça va finir mieux, ce sera pour les peuples africains, mais aussi d'abord pour les deux peuples, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. Parce que voyez-vous que les Ukrainiens meurent, et ce que d'abord les médias occidentaux ne disent pas, parce qu'il faut comprendre que les médias occidentaux, ils se sont rangés du côté de l'Ukraine, mais alors que la vraie réalité, il n'y a que les peuples ukrainiens qui la connaissent. Donc je me dis qu'effectivement aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, les Africains seront aussi effectivement contents et satisfaits que cette guerre s'arrête, d'autant plus qu'on a vu l'Ukraine il y a quelques mois, c'était en été, où l'Ukraine était en train de soutenir des groupes terroristes au niveau du Mali, vers Tinzaouaten. Donc on se dit que si la Russie arrivait à mettre fin à ce conflit-là, peut-être que l'Ukraine aussi va se réfracter pour pouvoir de plus, disons, soutenir les groupes terroristes au niveau du Mali. Et le Mali pourra peut-être bénéficier de sa stabilité. On va revenir au discours inaugural de Donald Trump. C'était donc lundi 20 janvier. Il a mis en avant une doctrine souverainiste, un recentrage des priorités au niveau de la politique intérieure, mais il a présenté justement l'enjeu de la guerre en Ukraine comme un enjeu stratégique. Yannick Achille-Fournier, comment est-ce que cette posture, elle pourrait influencer son rôle de médiateur dans un conflit international ? Parler de recentrage, c'est peut-être possible, mais moi je parlerais plus de la démission des Américains, parce que là, Donald Trump vient d'entamer la sortie des États-Unis dans plusieurs organisations internationales qui sont très nécessaires, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui, malgré qu'elle ait et des accords clés comme l'accord du climat. Oui, comme l'accord sur le climat, on a le changement climatique. Donc je pense qu'il est en train de démissionner les Américains sur un certain nombre de missions qui leur revenaient. En fait, lorsque vous êtes dans un monde et que vous êtes impuissant, il vous revient des responsabilités. Donc lui, il est un homme purement transactionnel, donc il voit tout en termes de transaction, c'est-à-dire à court terme. Or, il faudrait qu'il soit un peu plus, qu'il ait des considérations un peu plus dans le sens de la responsabilité et non dans le bénéfice à l'immédiat. Lorsque vous sortez de l'accord sur le climat, sachant que la Terre se réchauffe, récemment on a eu des conséquences, par exemple aux États-Unis, en Californie, la ville s'est totalement embrasée. Donc, je ne sais pas si ces conseillers ont bien mesuré les conséquences de cette sortie, mais je pense que les Américains reviendront après Donald Trump, parce que c'est impossible de fonctionner sans mettre le climat au centre de nos préoccupations. Donc, c'est quelque chose que lui, il a fait, mais je pense qu'il reviendra dessus. Maintenant, quant à ce qu'il pourra faire par rapport à l'Ukraine, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le plus important, ce n'est pas forcément qui est la paix dans les médias. Le plus important, c'est le prix de la paix, c'est-à-dire comment est-ce que cette paix sera négociée. Est-ce qu'il y aura un impact sur l'Afrique? J'espère que non. Parce qu'on a eu, je peux dire dans un contexte, je ne sais pas si c'est hasard de calendrier, parce que je pense qu'en Afrique, le soutien russe n'aurait pas été le même si elle-même, la Russie, n'était pas sous pression de l'autre côté-là. Donc, après cela, on va voir comment ça va se passer. Et c'est pour ça que l'Ukraine avait essayé d'attaquer la Russie en Afrique. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en Afrique, la Russie avait un soutien puissant. Et même l'apport de la Russie au pays de l'AES, est-ce qu'il sera le même? Donc, oui à la paix dans les médias. Maintenant, vous avez dit à quel prix
À quel coût? À quel On sait que sous l'administration Biden, l'ancien président avait alloué 113 milliards de dollars à l'aide militaire en Ukraine. Pour l'instant, Trump, il n'a pas vraiment évoqué les leviers, en tout cas, qu'il voulait mettre en place. Est-ce que la réduction de cette aide, ça pourrait être un levier dans les négociations de la paix russo-ukrainienne? Je pense que Donald Trump est dans une posture qui est tout à fait autre par rapport à celle de Joe Biden. Donald Trump, à la base, c'est un conservateur républicain. Et lui, c'est d'abord les États-Unis, son pays. C'est ce qui le préoccupe d'abord. C'est pour ça qu'on se souvient très bien lorsqu'il a fait son premier mandat de 2017 jusqu'à 2022. Voilà, justement, lui, son slogan, c'était American First, d'abord les États-Unis. Et je pense qu'il a tout à fait raison. D'abord, c'est la raison pour laquelle il avait été élu. Donc, c'est d'abord pour essayer un peu d'intégrer dans sa gestion du pays les décisions qui vont aller, disons, qui vont satisfaire un peu les besoins des Américains. Ça, c'est un. Et là, par exemple, lorsqu'il a prêté serment hier, parce que j'ai pris le temps vraiment de bien regarder, de suivre ça de très près, j'ai remarqué 3 choses, 3 points. Il a parlé de l'âge d'or des États-Unis, qui devrait commencer à partir d'hier. Il a parlé de la souveraineté américaine. Il faudrait qu'on essaie un peu de redonner à l'Amérique sa souveraineté. Et ensuite, il a parlé de la sécurité à tous les niveaux. La sécurité au niveau des frontières, il va fermer les frontières. La sécurité alimentaire, parce qu'il voudrait bien qu'on crée des usines pour pouvoir donner un peu l'emploi aux peuples américains. Et il a également, il appelé un peu à la lutte contre l'inflation et tout le reste, le pouvoir d'achat. Donc on voit très bien que c'est quelqu'un qui a plus parlé des problèmes qui minent un peu le bien-être des Américains que la politique extérieure. Si bien que pendant, il battait campagne lorsqu'il haranguait les foules, il chauffait les foules, il était tout fougueux, il parlait même en 24 heures, je vais mettre fin au conflit russo-ukrainien. Mais hier, paradoxalement, il n'a même pas parlé de ça. Vous voyez? Donc c'est pour dire que l'homme politique a plusieurs casquettes. Et une personne comme Donald Trump, d'autant plus qu'il en a plusieurs, parce que... Et l'agenda joue aussi. On rappelle qu'il était en campagne jusqu'à peu et qu'il a attendu l'investiture pour vraiment... Exactement. Voilà, qu'il a attendu d'annoncer son calendrier finalement. Voilà, justement. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est d'abord homme d'affaires et ensuite il est homme politique. Et n'oublions pas, lorsqu'on bat campagne, l'homme politique a souvent des propos électoralistes. Parce qu'il est à la recherche de l'électorat de ses partisans. Ça, c'est un. Et 2, une fois qu'il est aux affaires, l'exercice du pouvoir devient une autre chose. Donc je me dis que Donald Trump, là, il est en train d'imaginer, de comprendre un peu le poids qui pèse sur ses épaules, la charge même du pays qu'il doit diriger, si bien que je me dis, effectivement, est-ce qu'il pourrait peut-être mener une politique qui va aller dans le même sens que Joe Biden par rapport à l'Ukraine, ou encore, effectivement, il va mettre fin à cela, la rupture, pour qu'on essaie de recommencer sur les nouvelles bases, mais c'est ce que nous allons voir dans les prochains jours. Yannick? Oui, en fait, je pense qu'il y a déjà des précédents favorables à Donald Trump, parce que déjà, son premier mandat, lui, son approche de la politique internationale était de mettre la Russie du côté de l'Occident. Or, Biden était plutôt pour mettre la Russie du côté de la Chine. Donc, Biden a œuvré pour pousser la Russie quelque peu dans les bras de la Chine. C'est ça. Donc, Donald Trump n'a pas été content de cette politique-là, de cette approche-là. Et pour lui, il aimerait bien corriger. Parce que lui disait en fait que la Russie a plus de liens avec l'Europe qu'avec les Chinois. Or là, on voit que Biden a vraiment consolidé le bloc russo-chinois, indien, et qui vient contre l'Occident. Donc, quelque peu, Biden a un peu joué contre l'Occident, en fait, en poussant la Russie dans les bras de la Chine. Donc, maintenant, Donald Trump a aussi dit des choses qui sont contradictoires. Lorsque tu mets sur la même table la réindustrialisation des États-Unis et la politique immigratoire où on va seulement chasser des gens, c'est impossible parce que les Américains sont carrément au taux de sous-emploi zéro, au taux de sous-emploi de chômage zéro. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le chômage, il y a une base de chômage, donc lorsqu'on a 4%, c'est du chômage incompressible. Donc du coup, lorsqu'on n'a pas de travailleurs et on veut réindustrialiser, donc du coup, soit il ment qu'il va réindustrialiser, soit il ment qu'il va chasser les étrangers. Donc je pense que jusqu'à hier, il était encore en train de contempler ou bien de contenter ses électeurs. Mais je crois que dans les prochains mois, si réellement il engage une politique de réindustrialisation, il va devoir chercher les travailleurs, donc il va devoir ouvrir les frontières. Et il y a aussi ce côté inflation. Donc lorsque vous voulez créer la richesse et ne pas assez produire, ça crée l'inflation. Donc il y a 3 leviers qui sont incompatibles.
d'un côté, on a l'industrialisation dont il faut les gens. De l'autre côté, si on crée la richesse sans produire plus, on va devoir subir l'inflation. Donc, il devra en fait choisir entre l'industrialiser, entre faire venir des gens pour industrialiser, ou bien abandonner l'industrie comme elle est. Et il y a aussi un chantier énorme qui n'est pas beaucoup évoqué, c'est les infrastructures américaines, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est un peu en retard par rapport à la Chine. La Chine a des infrastructures toutes neuves. Biden avait essayé d'entamer ce chantier, il n'a pas pu. Donc, il y a autant de choses que Donald Trump devra faire face. Et pour le moment, il n'a pas forcément évoqué tous ces points, mais il devra le faire dans les prochains jours. On le verra très rapidement. Ouais. On va essayer de comprendre un petit peu ce que l'arrivée de Trump a changé sur l'échiquier politique mondial. On va revenir sur la résolution du conflit russo-ukrainien en 24 heures, la promesse de campagne de Donald Trump. Selon plusieurs responsables européens, comme Olaf Scholz, notamment en Allemagne, ils ont exprimé leur scepticisme sur la capacité de Trump à obtenir une paix durable en si peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump, il a besoin des alliés européens ? Est-ce que les États-Unis ont besoin du soutien européen pour la réussite de cette médiation ? Non, je pense que les États-Unis, en réalité, n'ont pas besoin de soutien des pays européens, d'autant plus qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle du bloc occidental, sinon le bloc otanien qui ravitaille un peu l'Ukraine, voilà, le pays qui vote le plus de budget, c'est les États-Unis. Vous comprenez ? Donc voilà, aujourd'hui, que ce soit la France, l'Allemagne, un peu d'autres pays européens, ce sont des pays qui font l'allégeance à l'Amérique. Donc lorsque Trump va vouloir décider, je pense que ce n'est pas un Emmanuel Macron qui va parler, ou encore moins celui que vous venez de citer. Voilà, justement. Donc je me dis que tout dépend de Donald Trump. Il a toute la situation entre ses mains. Maintenant, c'est à lui de décider. Mais il faut aussi comprendre que l'avènement de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis actuellement, c'est quand même une sorte de soulagement. Pourquoi ? Parce que, non pas seulement pour les Africains, mais aussi pour le monde entier, parce qu'en fait, on ne court plus le risque d'une troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire. Parce qu'on voit très bien qu'avant qu'il arrive au pouvoir, il y avait des tensions. Vraiment, il y avait des fortes tensions. On se disait même, écoutez, là, bientôt, là, ça sera vraiment le déclenchement d'une troisième guerre nucléaire et c'est toute la planète qui va s'embraser. Mais Donald Trump, c'est quelqu'un qui veut la paix. Il a même martelé dessus. Hier, il a parlé de ça. Il dit, moi, je ne suis pas pour la troisième guerre, mais je suis pour la paix. Et voilà. Donc, on voit très bien que c'est quelqu'un, en dépit du simple fait qu'il soit un peu brutal, comme on a tendance à le caricaturer, effectivement, mais il y a quand même cette partie de conscience en lui qui voudrait quand même que, bon, le monde est si beau et on a envie de vivre, voir aussi nos enfants grandir et voilà, les gens s'épanouir et tout. Donc, je me dis que Donald Trump, si il doit décider de mettre fin au conflit russo-ukrainien, il peut le faire tout seul. Il n'a pas besoin des alliances européennes. Trump peut se passer du soutien européen ? Ça, c'est une question, elle est tout à fait correcte. Par contre, il faut déjà voir c'est quoi la situation sur le terrain, les rapports de force sur le terrain. Donc, parce que ça, c'est une donnée fondamentale. Aujourd'hui, l'Ukraine est un peu à bout. Il y a un taux de désertion très fort. La Russie continue de gagner des bouts de territoire. Donc, du coup, ça donne ça met l'Amérique dans une certaine position de faiblesse par rapport à la Russie. Parce que la Russie dit, OK, si vous voulez, parce que nous sommes dans une guerre d'attrition, donc si vous voulez qu'on continue, on continue. C'est pour ça, en fait, que je pense que Trump a baissé ses ardeurs. Et de l'autre côté aussi, on a l'Ukraine qui s'entête, qui dit non, on va aller jusqu'au bout, ils vont jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, je crois que Trump s'est vite buté sur ces deux têtes dures, en quelque sorte, qui s'affrontent. Et personne d'entre eux n'est prêt à céder le plus tôt possible. Je crois que les Ukrainiens ont dû dire à Trump que bon, on peut faire sans vous, on va. En fait, ils essaient de faire un certain chantage à Donald Trump pour dire ok, laissez-nous, on va tous mourir et puis on verra après. Et aussi, c'est aussi de faire pression au niveau américain dans un certain bloc, notamment les néoconservateurs qui ont soutenu la guerre. Donc, il essaie aussi de passer par eux pour essayer de faire la pression sur Trump. Je pense que son mutisme hier veut dire justement qu'il y a pas mal de cartes sur la table et qu'il ne voit pas encore clair sur le jeu. Maintenant, quant à je peux dire le poids de l'Europe sur cette décision, ça compte parce qu'après tout, s'il faut faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est l'Europe. Il y a 27 pays, donc ils doivent décider. Numériquement, ils ont un poids quand même, on rappelle. Oui, ils ont un poids, parce que même les pays voisins comme la Pologne, sur qui l'Ukraine compte, sont des pays européens. Donc l'Amérique, sous Donald Trump, a beau avoir l'autorité parce qu'ils sont les premiers financiers, mais c'est pas tout en fait. Il faudrait bien qu'ils composent avec les Européens.
Jacques Monumbo. On va poursuivre. Dans ce conflit justement qui oppose la Russie et l'Ukraine, eh bien, il y a deux acteurs évidemment. Je voudrais vous faire réagir sur un extrait du discours de Vladimir Poutine. C'était le 18 janvier. Il a déclaré « Nous espérons que l'approche pragmatique de Donald Trump pourra ouvrir des discussions productives ». Est-ce que la déclaration de Poutine, elle est sincère, stratégique, dans un contexte justement où la Russie elle est affaiblie économiquement par des sanctions occidentales, Jacques Monumbo? Ben, ça, c'est de la propagande occidentale. La Russie n'est pas affaiblie économiquement, Soukaina. La Russie est un pays qui est au point, on va dire, parce que vous allez voir que le monde actuellement est en pleine transgression. Il y a des violations un peu partout, je l'ai dit tantôt, mais en même temps, il y a des mutations. Et vous allez remarquer qu'il y a deux pôles qui s'affrontent actuellement. Vous avez d'un côté les BRICS, et de l'autre, vous avez le G7. Et dans les BRICS+, vous avez, par exemple, ils ont un PIB de 36% par rapport à celui du G7 qui tourne autour de 28%. Et les BRICS+, effectivement, du point de vue démographique, représentent 45% de la population mondiale. Donc, on voit très bien que c'est le bloc de qui? C'est le bloc où la Russie se trouve. Donc, on voit très bien que si on devrait tenir compte de ce que vous êtes en train de dire là, ben c'est juste de la propagande occidentale pour essayer un peu de diaboliser la Russie. Effectivement, la Russie fait partie des pays au monde qui ont été le plus sanctionnés. Mais cela n'empêche pas le pays d'avancer ou encore les populations de vivre. C'est un peu le cas de l'Iran aussi, on en parle très peu. L'Iran, ça fait au moins plus de 20 ans, je crois. Près de 20 ans, 15 ans. L'Iran est sanctionné et tout, mais quand même, les gens vivent. Donc, je crois que... Mais qu'est-ce qu'elle traduit, cette déclaration de Vladimir Poutine? Est-ce que... Elle retranscrit cette véritable envie de finalement de mettre fin à un conflit et d'arriver à un processus de paix, ou il y a une stratégie qu'on peut Non, moi je pense lire derrière? je pense que le problème c'est de mettre fin à ce conflit-là. Parce que voyez-vous, nous sommes dans un monde interdépendant. Aujourd'hui, personne ne va dire je m'en tire tout seul. Erreur. En fait, les Américains ont besoin des Russes, les Russes aussi ont besoin des Américains. Les Chinois ont besoin des Américains, les Américains aussi ont besoin des Chinois. Même si aujourd'hui, les deux grandes puissances qui sont en train de lutter pour la première place sur la scène internationale, mais c'est la Chine et les États-Unis, économiquement parlant. Mais ça n'empêche pas que les deux puissent commercer ensemble. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous sommes dans un monde interconnecté, on a besoin toujours des uns et des autres. Vladimir Poutine, je pense qu'il est dans une approche qui est tout à fait sincère. Il veut qu'on puisse mettre fin à ce conflit-là. Mais le truc, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, ce sont les Européens et les Américains. C'est-à-dire le bloc otanien n'avait pas respecté ce que Gorbatchev avait demandé à l'époque au président américain. Je crois que c'était Ronald Reagan. Non, c'était Bush fils et Bush père à l'époque, voilà. Il lui avait dit, écoutez, moi, on n'a plus aucune intention de pouvoir rivaliser la puissance américaine. Ça, c'était en décembre, le 2 décembre 1989, dans un navire à Malte, où les deux présidents se sont rencontrés, où très clairement, Gorbatchev avait dit ça au président américain, mais à la seule condition, vous ne devez pas vous rapprocher vers nos portes de la Russie. Parce que le jour que l'OTAN va se rapprocher vers nous, en ce moment-là, nous, on ne va pas se laisser faire. Et Poutine, bien qu'il était encore peut-être jeune à l'époque et tout, mais c'est des choses qu'il avait compris. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi son véritable problème? C'est qu'il ne veut pas que l'OTAN puisse se rapprocher de les bases militaires, etc. et tout. Donc, si vraiment ils peuvent trouver un deal qui voudrait que, écoutez, on fait table rase de tout chantage, on enterre un peu la hache de guerre, on tombe sur des bonnes clauses et tout, mais je crois que vraiment son approche est sincère et qu'il voudrait vraiment qu'on mette fin. Ce n'est pas une stratégie, mais il est vraiment pour la fin de ce conflit. Vous partagez le même sentiment, Yannick? Oui. Et j'aimerais juste ajouter que tout le monde se fatigue de la guerre. Ouais. Même l'enthousiasme qu'on avait en Europe, ce n'est plus la même. Les contributions ne sont plus les mêmes. Il y a aussi la crise économique qui sévit en Europe. On a la crise économique dans plein de pays. Crise économique et crise politique, il faut le dire. Il y a eu donc... les soutiens de l'Ukraine se sont affaiblis. Donc, on est à un niveau où chacun aimerait revenir à une situation beaucoup plus paisible. Mais les enjeux, tout à l'heure, j'ai dit en fait que ce qui bloque, c'est le prix de la paix. À quel prix les gens sont prêts à calmer les armes? C'est ça. La Russie n'est pas prête à céder le Donbass et l'Ukraine non plus. Et il y a aussi la Crimée où l'Ukraine continue de réclamer. C'est une ligne rouge posée notamment par Zelensky, la Crimée et le Donbass. Est-ce que ça peut être une marge justement de négociation réaliste pour Donald Trump? Ce qui est sur la Russie est en position de force sur le terrain. Et elle dit, je suis en position de force et voilà mes conditions.
puisque Poutine, c'est quelqu'un qui est toujours dans les rapports de force. Donc, pour lui, la politique, c'est des rapports de force. Il dit, je suis en position de force, voilà mes conditions, c'est à vous d'adhérer. Donc, il n'est pas dans une situation où il veut encore négocier ces territoires-là. Donc, aujourd'hui, c'est à l'Ukraine de dire, OK, on cède ou on ne cède pas. Or, ce n'est pas la position de l'Ukraine. Ils disent, non, on ne cède rien, on va se battre jusqu'au bout, on va continuer, même s'il reste un homme sur le front, on va continuer. Et ils essaient de bidouiller ce qu'ils peuvent bidouiller, mais les rapports de force sont totalement en désavantage de l'Ukraine et de l'Européen et des Européens. Donc, à un moment donné, je crois qu'il y en a un qui va devoir céder. Donc, parce que plus on dure, plus c'est l'Europe qui en subit. Parce que les crises qu'on a en Europe, la majorité viennent de cette guerre-là. C'est ça. Liées au coût de l'énergie, liées au flux des personnes, donc liées à pas mal et des effets secondaires. Même ce qu'on a en Afrique, beaucoup de choses sont vraiment liées à la crise en Ukraine. Justement, on va essayer de comprendre dans cette deuxième partie d'émission les conséquences de l'Europe, les conséquences que subit l'Europe, les conséquences de cette guerre russo-ukrainienne. On prend une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Russie-Ukraine, Trump peut-il mettre fin à la guerre? C'est la question du jour. Et on parlait à l'instant des répercussions pour l'Europe. Vous parliez de la guerre, des répercussions énergétiques notamment. Et lors d'une déclaration en 2023, Trump avait dit l'Europe doit prendre ses responsabilités dans ses propres conflits. On va essayer de comprendre comment est-ce que cette vision d'un désengagement américain de l'Europe, elle peut affecter sa capacité à agir comme médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Jacques. Bon, mais déjà, Donald Trump, c'est quelqu'un qui voudrait responsabiliser l'Europe pour dire que, voilà, écoutez... C'est pas le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas parce que, comme je l'ai fait remarquer pendant ma prise de parole, c'est que Donald Trump, lui, premièrement, il pense d'abord aux Américains et aux États-Unis, c'est-à-dire son pays. Maintenant, d'un côté, effectivement, on a des alliances politiques, des alliances militaires qui voudraient que, même si on pense à notre pays, mais aussi, il faut collaborer avec les autres. Donc, je vois que Donald Trump, aujourd'hui, il veut beaucoup plus que les Européens, notamment, parce que lui, lorsqu'il parle comme ça, il voit un peu les pays phares de l'Union européenne, disons les grandes puissances, notamment par exemple la France. On se rappelle très bien que le président français avait essayé un peu de défier Vladimir Poutine. Comme quoi, nous, on ne va pas lâcher l'affaire et tout. Si ça continue, on va envoyer les troupes au sol et tout, etc. Et tout. Donc, on voit très bien que... mais il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité. Parce que s'il avait la capacité, je pense qu'il aurait déjà fait quelque chose pour que l'Ukraine puisse remporter cette guerre-là. Donc ça, c'est un. Et de deux... mais les conséquences sont multiples, d'autant plus que nous avons des conséquences énergétiques, mais aussi la perte de l'influence diplomatique française vis-à-vis de la Russie. Ça, vraiment, je pense que c'est une conséquence qu'on peut déjà remarquer, qu'on peut noter tout de suite. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, les Européens ont tout à gagner à comprendre que, écoutez, mais franchement parlant, c'est-à-dire que je ne sais pas les gens vivent sur quelle planète. Je ne sais pas s'ils sont sur Terre ou encore sur Mars. Est-ce que quelqu'un peut penser un instant qu'un pays comme l'Ukraine peut battre la Russie ou encore faire la guerre à la Russie? Mais la Russie est un pays continent. La Russie a 10 ou 11 fuseaux horaires. La Russie a mené la vie dure à Napoléon Bonaparte. La Russie a mené la vie dure à Adolf Hitler. C'est-à-dire que c'est un mastodonte. Donc, penser que l'Ukraine va faire quelque chose face à la Russie, mais c'est de la pure fiction, c'est de l'utopie, ça. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Yannick, tu vas y réagir. Oui, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à la capacité de force de l'Europe et de l'OTAN globalement, justement, ils sont arrivés à une position de limite. Parce qu'une fois que les Occidentaux ont autorisé l'Ukraine à frapper dans la Russie, c'était une limite où la prochaine étape, c'était juste de dire, OK, nous-mêmes, on vient faire le travail par nous-mêmes. Parce que l'Ukraine n'a plus d'effectifs. Tout à l'heure, il parlait justement de cette troupe que Macron avait promis. Je regardais encore hier le rapport des éléments formés en France pour aller intervenir en Ukraine. Sur 2500, il y a eu 1700 qui ont fait défection, donc qui ont dû fuir le front. Donc, c'est pas... aujourd'hui, l'Europe n'a pas beaucoup de moyens de coercition envers la Russie. Donc, la prochaine étape de la question, c'est juste de dire, OK, on déclare la guerre globale, on entend la guerre, parce qu'il n'y a plus de moyens de poursuivre, ça ne marche plus.
Donc les Russes ont dû monter en compétence en 2 ans de manière phénoménale. Ils ont développé leur capacité de drone, même y compris la capacité d'interception des drones, de brouillage de drones, de brouillage de GPS, de brouillage de plein de choses, ce qui fait que les armes occidentales manquent de précision sur le territoire russe. Donc il y a cette incapacité opérationnelle à imposer de force, à imposer une solution forcée à Vladimir Poutine. Et c'est où justement Donald Trump est un peu désarmé, parce qu'il sait que toutes les étapes intermédiaires ont été franchies et que la dernière, c'est de dire ok, bah on garde tout quoi. On va au dialogue. Ouais, donc il n'y a que ça et il y a le dialogue. Donc et vous parlez de responsabiliser, je ne sais plus qui l'évoquait sur le plateau, fait de responsabiliser l'Europe notamment. Et selon plusieurs analystes politiques, ils estiment que Donald Trump il pourrait justement exiger que l'Europe elle prenne en charge une part plus importante de soutien financier et militaire en Ukraine. L'Europe est dans ses propres crises. Crise politique, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc elle a ses propres problèmes. Donc à un moment donné, par exemple, en France, on ne va pas encore débourser 2 milliards pour l'Ukraine. Pourtant, déjà en interne, on a du mal à s'aligner aux normes de l'Union européenne. On a été sauvé par l'Union européenne de réduire le budget. On fait des coupes budgétaires de partout. Donc, on aura plus. Est-ce que ça pourrait fracturer justement l'unité occidentale face à la Russie? On l'a vu dans les débats sur le budget militaire, notamment de l'OTAN, sous la première présidence de Donald Trump, par exemple. Est-ce que ça pourrait être un vecteur de fracture? Ben justement, parce que vous devez comprendre que l'OTAN, mais il n'y a pas que l'OTAN, même au niveau de Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr. Parce que, à l'allure où vont les choses, c'est que si on prend l'exemple de la France, si, par exemple, déjà, on voit un peu la France en Afrique est en train de perdre le pas. La France a perdu, par exemple, le Sahel, disons les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ça fait un manque à gagner pour la France. Ça, c'est un. Donc, ça a affecté quand même le budget français. Et ça se trouve que, donc, déjà, si la France pouvait arriver à perdre encore, c'est un exemple, hein, c'est un exemple, le Sénégal ou encore le Cameroun, le Congo-Brazzaville, etc., ça fait de quoi? Mais ça fera un bon nombre de pays qui s'échappent un peu entre les mains de la France. Donc, on voit très bien que le budget de la France, en soi, va dégringoler. Mais la France risquera de se retrouver sur le même rang que le Portugal, sinon l'Espagne, hein. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que la France va encore financer, par exemple, son budget à l'ONU ou encore à l'OTAN. En ce moment-là, les Américains peuvent dire, écoutez, vous n'avez plus l'argent, vous n'avez plus droit à être avec nous. Donc, c'est pour dire que l'argent, c'est quelque chose de très important, ça joue de beaucoup. C'est pour ça que, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, Trump est arrivé au pouvoir, c'est bien. Trump, en fait, peut nous épargner juste pour le risque qu'il n'y ait pas une guerre nucléaire. Mais les tensions, les guerres sur la scène internationale vont continuer de mon point de vue. Pourquoi? Parce que n'oublions pas quand même que plus il y a des guerres, plus c'est lucratif pour des grandes puissances capitalistes. Et les États-Unis, l'Amérique est profondément capitaliste. Et le commerce de vente d'armes est tellement lucratif que ça fait rentrer beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc je me dis que voilà, ce qu'il faut faire, c'est de... voilà, l'Europe risque d'être fracturée, d'autant plus que les pays comme la France, par exemple, pourraient être incapables un jour de donner ses contributions dans les organisations internationales dont elle est membre. En termes de leadership, la résolution du conflit par les États-Unis, qu'est-ce que ça va changer sur la scène politique? Est-ce que ça va renforcer le leadership américain? Est-ce que ça va être perçu comme un repli stratégique face à la montée d'autres puissances comme la Chine, par exemple? Le leadership américain renforcé, je ne sais pas, parce qu'il est déjà assez fermenté. Donc, ce que Biden a fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est de consolider le bloc d'en face, consolider le bloc des BRICS, qui vient même de recruter le Nigeria et tout. Donc, ça, il a bien fait, il s'est bien tiré une balle dans le pied. Donc, on verra. Mais je ne crois pas, en fait, que ça puisse changer quelque chose. Donald Trump, sa stratégie depuis son premier mandat, c'était de dire la Russie, mettons-la avec nous contre la Chine. Et Biden est venu faire le contraire. Donc maintenant, ça continue de se consolider tous les jours. Et la Russie n'a même plus confiance, en fait. Ce qui s'est rompu, c'est la confiance qui n'existe plus. Et il y a le gazoduc qui a mené le gaz en Europe. Il a été, je peux dire, changé contre un nouveau gazoduc qui quitte la Russie pour la Chine. Donc il y a des liens économiques très forts qui sont en train de se tisser entre la Chine, la Russie et l'Inde, que ça devient compliqué de les défaire. Et ce bloc-là,
tout à l'heure, il a donné les chiffres par rapport à leur poids démographique et leur poids économique. Ils deviennent très puissants. Donc, une fois que le Nigeria, qui est une puissance émergente en Afrique, les a rejoints, ça veut dire en fait que tout le golfe de Guinée rejoint les BRICS. Parce que de plus en plus, le Nigeria prend une proportion assez importante dans le golfe de Guinée. Donc, je crois qu'ils ont vraiment intérêt à essayer de revoir le cap, d'essayer d'essayer de négocier avec la Russie pour essayer de mettre fin à la guerre et sauver les meubles. Parce que plus ils insistent, plus même la France perd les positions en Afrique. Parce que je ne pense pas que la Russie aurait fait tout ce qu'elle a fait en Afrique si elle était dans une situation très confortable. Elle l'a fait parce qu'elle a besoin aussi des alliés sur ce continent-là. Donc il y a tout ça. Moins la Russie aura besoin de se faire forcément de nouveaux alliés. Je pense que moins aussi elle essaiera de recruter dans les rangs des anciens Français. Donc on a le Tchad qui a déjà annoncé les couleurs, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc s'il veut limiter les dégâts, je pense que c'est le moment d'essayer de trouver la paix au prix de ce qu'il faut payer, donc peut-être de l'Est de l'Ukraine. Donc ils doivent à un moment donné faire le choix entre eux-mêmes et le Donbass. Parce que une fois que ce choix-là n'est pas fait, les choses s'érodent. Donc finalement, l'Ukraine pourra s'effondrer par elle-même, sauf si on va finir par se priver de nourriture en France pour envoyer à l'Ukraine. Donc à la fin, on verra en fait qui on doit privilégier dans cette affaire. Déjà, la France elle-même a des problèmes. Justement, c'est ce que je problèmes disais, politiques en interne. Crise économique et politique, on n'en est pas sorti parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé des élections présidentielles qui viennent. Donc, on ne sait pas. La situation est bien plus complexe que nous pouvons l'imaginer. Et c'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour l'Angleterre, c'est pareil pour l'Europe plusieurs finalement. pays. Donc, je vous voyais réagir justement, Jacques, quand on parlait de la balle qui s'est tirée dans le pied de Joe Biden justement avec les BRICS. Et je vous retourne la question, qu'est-ce que la résolution du conflit va changer pour le leadership américain? Mais le leadership américain, comme il a si bien dit, en fait, quand je voulais réagir, c'était pour piquer un peu le mot consolidation dans son assiette. Lorsqu'il dit c'est Biden, effectivement, qui a permis à ce que le bloc des BRICS plus puisse se consolider davantage. Effectivement, il n'a pas tort, il a parfaitement raison. Joe Biden croyait que la politique qu'il menait devrait paralyser ce bloc-là, alors que ça n'a fait que renforcer leurs énergies, leur façon de faire, leur enthousiasme, leur fougue, etc. Et aujourd'hui, on voit très bien que... Mais là, on va dire quoi? Qu'est-ce qui s'oppose au BRICS+? C'est le G7. Tout à l'heure, là, je viens de donner les chiffres. On voit très bien qu'ils ont un PIB très élevé, même en termes de pourcentage démographique. Les BRICS+ sont devant. Et la Chine, effectivement, en fait, le train est déjà en marche. Je crois que le leadership américain se sent un peu fragilisé, d'autant plus que, économiquement parlant, il y a la Chine qui est là. Ça, on ne peut plus se voiler le visage. C'est que les plus gros capitaux de ce monde se trouvent entre les mains des Chinois. Et même technologiquement, il y a des choses que les gens ne disent pas, mais la Chine est très avancée. Aujourd'hui, on a tendance à parler juste des GAFAM. Google, Amazon, Facebook, etc., qui se trouvent en Silicon Valley. Mais rappelez-vous, il y a une variante de ça qui a été créée en Chine qu'on appelle les Beatex, impulsée par le milliardaire Jack Ma, celui d'Alibaba. Donc on voit très bien que quand même il y a une rivalité même du point de vue technologique. Bon, si vous partez par exemple sur l'armement, la puissance militaire, etc., et tout, mais nous avons la Russie qui est là, qui fait franc jeu avec les Américains. Donc c'est pour dire que le leadership qu'avaient les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou encore pendant la chute du mur de Berlin n'est plus le même leadership. Parce que, il y a eu en fait les pays du Sud global qui autrefois étaient un peu minimisés, ignorés, mais aujourd'hui ce sont des pays-là qui sont en train de mener la vie dure aux pays du Nord. Il faut également justement insister sur le fait que les partenaires de l'OTAN en Asie, notamment la Corée du Sud, sont beaucoup plus fragilisés parce que une fois que la Russie a dû faire des concessions avec la Corée du Nord, elle devra céder certaines technologies à la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord qui assiste la Russie en Ukraine, ça fait que globalement les positions occidentales en Asie sont un peu plus fragilisées, non seulement sur le plan militaire, aussi sur le plan économique. Le Japon a dû faire des conventions avec la Chine parce que le Japon n'en pouvait plus, il suffoquait économiquement. Donc on pense que le leadership américain c'est beaucoup plus fragilisé ces 3 dernières années avec la guerre en Ukraine que l'inverse. Donc, bien qu'on ait résolu la guerre,
inverser la progression des choses, c'est un peu plus complexe. C'est plus complexe. Donc, ça pas dans l'immédiat, ça va pas du jour au lendemain. Il faudra rebâtir une relation de confiance avec les Russes, ce qui est vraiment rompu à ce jour. Parce qu'aujourd'hui, toute promesse des Américains envers les Russes, c'est un peu comme une tactique pour gagner du temps. Donc, dans la relation de confiance est vraiment rompue entre les Américains et les Russes. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que la Russie avait même voulu entrer dans l'OTAN. La Russie avait fait beaucoup. Justement. Donc, on se souvient, cette époque-là, je pense qu'on a franchi un cap et le retour est très compliqué. On va essayer de se projeter dans les deux scénarios, justement. Le scénario, on va dire, optimiste et le plus pessimiste. D'abord, dans le premier cas, une résolution donc rapide qui pourrait impliquer un jet des positions militaires, un accord de temporaire sous supervision internationale. Jacques Monnombo, quels seraient finalement, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué pendant cette émission, les mécanismes nécessaires pour une paix durable? Je pense que le mot durable est important et éviter justement un retour des hostilités après l'annonce de ce cessez-le-feu. Oui, mais je pense que pour qu'il y ait une paix durable, il suffit juste de voir les déclarations de Vladimir Poutine. Comme il a dit, il reste ouvert au dialogue, mais tout en respectant les intérêts des Russes. Donc je pense que voilà, si ils doivent aller au dialogue, mais ça doit être un dialogue sincère et vrai. Pas un dialogue effectivement où les Américains doivent aller avec la ruse pour dire que bon, on essaie d'abord de faire bas la terre juste pour quelques temps et puis après revenir encore avec notre stratégie et tout. Non. Si vraiment ils ont besoin qu'il y ait une paix durable, les conditions que Vladimir Poutine va mettre sur la table, je pense que ce sont des conditions qui doivent être respectées par les Américains parce que Poutine, lui, comme il a si bien dit, il est en position de force. Et Vladimir Poutine, c'est un fin stratège, c'est un géostratège de haut niveau. Il a compris une seule chose dans la vie. Il a compris que nous sommes dans un monde de rapport de force. Et une autre façon pour lui de faire la politique, mais c'est aussi de faire la guerre. Donc, lui, il a sa force de frappe, il a sa force militaire. Ben, là, il se dit que personne ne peut personne ne peut me détourner de ma posture, de ma position, de ma façon de voir les choses. Donc, ce que moi je veux, c'est ça et je reste figé sur ça. Celui qui voudra le contraire, il n'y aura pas de dialogue. Donc, pourquoi on aboutisse à une paix durable, comme vous l'avez si bien dit, je pense que Poutine est clair, il reste ouvert au dialogue. Mais il faudrait que ce dialogue-là, en son sein, puisse avoir des éléments qui puissent lui garantir les intérêts des Russes. Yannick, quel mécanisme? Moi, je pense qu'il y aura un peu une solution à la coréenne, c'est-à-dire Corée du Nord, Corée du Sud, où il y a une ligne de démarcation, où le DMZ. On surveille que personne ne traverse. Je pense qu'on sera plus ça. Parce qu'on est là dans un bloc assez compact, c'est-à-dire le bloc eurasiatique n'est pas très grand. Donc, forcément, l'urbanisme va se rapprocher de ces deux zones. Donc, il y aura, c'est pas peut-être une bonne dizaine ou centaine de kilomètres de démarcation dans une zone neutre où il n'y aura personne. Et je pense que c'est la seule solution qui puisse permettre que demain, les Ukrainiens n'essaient pas de gagner du temps pour se redonner les forces et réattaquer. Donc, je pense qu'on va arriver là. Et maintenant, la question des territoires outre-mer, c'est-à-dire pas outre-mer, c'est-à-dire comme l'île, c'est quoi le nom? La Crimée. La Crimée, comme la Crimée, maintenant c'est un peu plus complexe. Mais au moins, il faut préciser que la Russie est en position de force, essaiera de consolider cette ligne-là. Donc de consolider la Crimée, de consolider... Et puis n'oublions pas aussi, lorsqu'il parle de la Crimée, moi je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais fait une petite recherche là, c'est que là-bas on y trouve des gros gisements de pétrole. Et ça, les Russes ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Hein. Ne nous trompons pas d'adresse. Ouais. Dans un scénario plus pessimiste, ce serait des négociations qui prendraient plus de temps, plus de 24 heures comme annoncé à l'origine. On l'a compris quand on parlait de renforcement de leadership, ça changerait finalement pas grand-chose pour les États-Unis. Est-ce qu'en termes d'image, ça pourrait affaiblir la position de Donald Trump et des États-Unis sur la scène internationale? Bon, moi je dirais que les États-Unis, quoi qu'on dise, restent une grande puissance. Et ça vraiment ne changera rien. Ouais, il faut qu'on soit quand même réaliste. Ça, il faut qu'on le leur concède. Les États-Unis restent une grande puissance. Vous imaginez, les États-Unis sont une grande puissance depuis les années 1700, 1800, lorsqu'ils ont créé leur État fédéral en juillet 1776. Et voilà, à un certain moment, c'est vrai, c'était l'Angleterre, la France et tout, mais depuis un certain moment, c'est les Américains. C'est pour ça qu'ils ont même la plus vieille constitution au monde, je crois. Qui date oui, mais Macron avait dit quelque chose d'assez important, c'est que
le monde qu'on a toujours connu depuis le XVIIe siècle est en train de finir. Exactement, donc, ils ont fait leur temps. Voilà, ils ont fait leur temps. Maintenant, il y a l'alternative exactement, qui vient du côté asiatique. Et justement, ce conflit, il a permis de visualiser finalement les limites des institutions internationales. Quelles leçons on pourra tirer justement on a évoqué l'ONU pendant le Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion pour prévenir, je dirais, et même mieux gérer les prochains conflits? Ce qu'on peut tirer comme conclusion, pas peut-être comme conclusion aussi, il s'agissait peut-être de proposer, de mon point de vue, je pense que toutes les institutions post-Seconde Guerre mondiale mériteraient d'être reformées de mon point de vue. Ouais. Donc l'ONU, tout ce que vous avez, voilà, toutes ces institutions-là qui sont pilotées par un seul bloc, qui est le bloc occidental, je pense que, comme il a si bien dit, le temps a changé. En fait, il y a un professeur de la Guadeloupe qui avait très bien expliqué l'ère que nous sommes en train de vivre là. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau a commencé, je crois, depuis 2019 ou 2020. Et ce terre-là va durer 2000 ans. L'ère d'avant, c'était l'ère du poisson. Et l'ère du poisson, c'était l'ère du mensonge, de la corruption, de la domination, où les grandes puissances pouvaient continuer à minimiser ou encore à dominer les pays du Sud global. Mais l'ère du Verseau, c'est l'ère du rééquilibrage, de la générosité. En fait, ce qui se faisait avant ne va plus se faire aujourd'hui, parce que les informations courent très vite. Et vous allez remarquer que même en Afrique, même les enfants qui sont dans les villages, dans des villes qui sont éloignées, ils voient clair, ils comprennent maintenant comment le monde fonctionne. Ça se trouve qu'en Asie, pareil. Donc, ça veut dire que les Américains, leur force va rester, mais ils doivent comprendre, accepter, avoir l'humilité de se dire que, écoutez, on a fait notre temps, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, c'est aussi, par exemple, le bloc asiatique, notamment la Chine, qui est en train de venir. Parce que le monde n'a pas commencé avec les États-Unis. On se rappelle très bien, je crois que c'était au 19e siècle, 18-19e siècle, les deux grandes puissances qui avaient colonisé presque toute la planète, c'était la France et l'Angleterre. Les deux grandes puissances. C'est pour ça que les deux se sont affrontés lors de la guerre de 100 ans. Pendant 100 ans, donc vous imaginez les deux pays s'entretuaient. De 1234 jusqu'à 1300 et quelques. Donc c'est pour dire qu'à un moment, les deux puissances sont affaiblies et l'Amérique a pris la relève. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la Chine, on le voit très clairement, mais ça ne va pas aussi finir avec la Chine, parce que d'un côté aussi, il y a l'Afrique qui est en train de se réveiller, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain. On ne va pas vivre ça, mais je pense que dans les années à venir et tout, les choses pourront changer. Donc c'est pour dire que les Américains doivent comprendre que leur leadership, ce qu'ils incarnaient avant, n'est plus le même. Ils doivent essayer de faire avec les réalités du monde actuel. Mais vraiment, de mon point de vue, toutes les institutions internationales post-Seconde Guerre mondiale mériteraient d'être reformées. Yannick, oui, reformer, je dirais que si les Américains arrivent à chuter, ils vont nous manquer parce qu'ils ont apporté pas mal de choses. Ils ont apporté la démocratie, ils ont apporté les droits de l'homme. Et Trump, sa manière d'entamer, déjà hier, il s'est attaqué aux organisations internationales, donc je le vois mal en train de les reformer. Il est plutôt en train de se désengager, donc je pense qu'on le refera ça après lui. Mais sous Trump, ce sera très compliqué. Quelle limite il a montré ce conflit? On parlait des institutions internationales, mais il y a également le poids de certains pays. Les États-Unis ont montré leurs limites également. Qu'est-ce que, en termes d'échiquier politique mondial, qu'est-ce que ce conflit a montré comme limite? Les limites sont déjà sur la capacité des Américains à prévenir la guerre, parce qu'ils ont essayé de négocier, ils n'ont pas pu. Mais déjà, je crois qu'il y avait des l'intention qui n'étaient pas bonnes de leur côté. Ils voulaient cette guerre. Ils voulaient cette guerre pour plusieurs raisons. Les raisons énergétiques. Ils voulaient reprendre le marché de l'énergie en Europe parce qu'ils avaient justement l'intention de faire ce que Trump est en train de dire. Ils sont en train de vouloir lancer le marché de l'industrie énergétique aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, tous les minéraux ou bien minéraux qui n'étaient pas exploités avant, ils veulent commencer à le faire. Donc, du coup, il fallait un marché. Donc, du coup, ils avaient intérêt à le faire. Et tout à l'heure, justement, il a évoqué ce marché américain de l'armement où chaque guerre est intéressante parce qu'il faut vendre des armes. Il y avait aussi cet intérêt-là. Mais je pense que le coût à long terme est beaucoup plus grand que le coût à court terme. C'est ça. Ok, ils ont vendu des armes, il y a eu des centaines de milliers de morts et tout, mais la consolidation du bloc des BRICS vont leur faire plus de mal que ces petits gains-là. Donc je pense qu'ils ont eu des petits gains dans l'immédiat pour des grosses pertes à venir. Parce que n'oublions pas aussi quand même que justement, merci Soukaina de m'avoir accordé la parole, n'oublions pas, comme il est en train de dire, c'est que les BRICS Plus sont venus avec une politique qui va faire mal aux Américains. Leur objectif premier, c'est de détrôner le dollar.
Et vous imaginez si, par exemple, la Chine avec la Russie, ça coopère, ils n'utilisent même plus le dollar. L'Inde aussi, avec le Nigeria, ça coopère, ils n'utilisent même plus le dollar. Donc vous imaginez que si tous ces pays-là, des dragons économiques, parce que la Chine est un dragon économique, hein, l'Inde également l'est, la Russie, etc. Et tout. Donc vous imaginez que ces pays-là commercent entre eux sans passer par le dollar, ben dites-vous que c'est l'économie américaine qui va s'effondrer comme un château de cartes. Tu vas prendre un gros coup, quoi. Donc, c'est ça. Je pense qu'ils ont... Donc, à moyen terme, je pense qu'ils ont fait une mauvaise opération en Ukraine. On va laisser également nos téléspectateurs en juger. On arrive déjà au terme de cette émission Russie-Ukraine. Trump peut-il mettre fin à la guerre? On vous laisse réagir dans la section commentaires et on est curieux d'entendre vos réactions. Merci Jacques Monnombo d'avoir été parmi nous ce soir. Yannick Achille-Fournier, merci d'avoir été également parmi nous et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Vox Africa. Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Est-ce que vous vous parlez, Tidiane Thiam? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Tidiane Thiam, il a quasiment été plébiscité à la tête du parti. Il était pratiquement seul. Oui, mais voilà. Bon, il y a eu un vote. Ça s'est fait avec beaucoup d'opacité. Il y a eu élimination des autres candidats. Il y a eu intimidation sur les autres candidats. Et ça a été mal. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave, voilà. Alors, est-ce que cette élection vous inquiète? Les pays de l'AES ont eu tort d'avoir raison trop tôt. La CEDEAO a condamné les coups d'État. Mais la CEDEAO n'a pas condamné les raisons des coups d'État. La CEDEAO a été absente au moment où ces pays souffraient de malgouvernance. Vous avez devant vous la personne qui, très tôt, a dénoncé le franc CFA. Je suis présent au Ghana et je peux vous dire que quand la valeur de votre monnaie change tous les jours, c'est un véritable inconvénient. C'est ingérable. Tout simplement ingérable. Certains gens vous trouvent très effacé pour un politique. Est-ce que vous entendez cette critique? La campagne n'a pas commencé. Oui, mais un politique, c'est pas toujours en campagne. Alors moi, j'aime répondre autrement. Je me suis présenté maire, je me suis présenté à la Chambre de commerce et d'industrie, je me suis présenté au conseil régional, je me suis présenté député. Ouais. J'ai gagné toutes les élections. Attendez-vous à ce que je gagne la prochaine. Voilà. D'accord. Vox Africa.